Fondateur de la Société de physique des sciences. Oui, c'est vrai. Vous avez même été président pendant 6 ans. Voilà. Et vous avez publié de nombreux ouvrages. D'ailleurs, vous avez aussi coordonné des ouvrages, de nombreux ouvrages collectifs dont je vais citer les titres parce qu'ils sont tout à fait, en même temps, au cœur des préoccupations de l'Union rationaliste. C'est pas par hasard si vous êtes invité ce soir par l'Union rationaliste. Parmi les ouvrages collectifs que vous avez coordonnés, je donne les titres: Sciences cognitives, Philosophie des sciences, je crois qu'il y a 2 ou 3 tomes. 2 tomes. 2 tomes. La cognition, l'irrationnel aujourd'hui, la silhouette de l'humain, je crois que celui-là est un... En propre, celui-là. Voilà. Une monographie. Et ce qui est d'actualité, c'est le dernier ouvrage que vous avez publié en votre nom, en 2023, qui s'intitule « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». Voilà. Et qui pose donc la question, est-ce que l'IA peut ajouter quelque chose à l'intelligence de l'homme, à celle de l'homme. Donc vous faites un aller-retour, mais je pense que je ne vais pas ajouter davantage à ce que vous allez nous raconter ce soir. Je vous remercie en tout cas d'être parmi nous. Merci beaucoup, Daniel Knuth. Merci à l'Union rationaliste de m'avoir invité. Merci à l'Institut d'astrophysique de Paris de me recevoir aujourd'hui. Et merci à vous tous de vous être dérangés en cette soirée pluvieuse et sinistre de décembre jusqu'ici pour m'écouter. Ce que je vais dire pour l'essentiel va être plutôt, fournir des éléments par rapport auxquels les questions d'actualité qui viennent d'être mentionnées dans l'introduction très, très généreuse qui vient d'être faite. Je ne vais pas parler directement de ces questions-là, des aspects de souveraineté, des dégâts que peut faire l'intelligence artificielle, des espoirs qu'elle suscite. Je me place un petit peu en amont, mais évidemment dans la discussion, puisqu'on aura largement le temps de la discussion, je serai tout à fait heureux d'en discuter. Une autre petite remarque préliminaire qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, la masse, le torrent, le tsunami de commentaires, opinions, intuitions concernant l'intelligence artificielle est absolument effrayant. Je pense que aucun développement technologique ou scientifique jamais dans l'histoire n'a fait l'objet d'autant de commentaires, en partie à cause justement de la numérisphère, d'Internet, etc., qui est alimentée ou qui est en continuité avec l'intelligence artificielle. Si bien que moi, qui ai modestement commencé à regarder un peu ces questions-là il y a 40 ans, puis qui les ai laissés un petit peu tomber, puis qui les ai repris récemment, je me vois en quelque sorte confronté à cette vague de commentaires qui sont loin d'être tous bêtes. Évidemment, il y a des commentaires mal informés, exagérés, de gens qui n'ont pas de jugement ou qui n'ont pas des éléments pour juger, mais il y a aussi beaucoup de commentaires très, très intelligents, très perspicaces, et il est difficile en fait de faire vraiment du nouveau dans cette masse de choses. Alors, cela dit, je vais essayer de... voilà, alors ça a démarré, là. Oui. Voilà, je cherche à ne pas trop dépasser. Enfin, je ne vais pas dépasser l'heure parce qu'ici, c'est l'astrophysique, c'est rigoureux. Le temps, c'est le temps et pas question de tricher. Alors, l'IA, 1 an déjà. Alors, 1 an déjà, c'est l'idée que l'IA, c'est ChatGPT, n'est-ce pas? Et comme ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022, il y a des gens qui m'ont dit « Mais comment avez-vous fait pour pondre un livre de 400 pages ?» en 1 an, puisque ça vient d'arriver. Alors, je leur dis du calme, non, ça n'est pas arrivé avec ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus ancien que ça. Ça approche les 70 ans, avec des prémices encore antérieures, et donc, c'est pas 1 an. Et puis alors, on peut dire aussi, à l'inverse, à l'autre extrême, une vision de l'IA comme, extrêmement compliquée, très développé, un peu comme, je sais pas moi, la biologie moléculaire. C'est compliqué la biologie moléculaire. Alors comment vous expliquez ce qu'est la biologie moléculaire? Alors il faut s'adresser aux spécialistes, en l'occurrence le High Level Expert Group européen qui a produit
un rapport très important parmi les innombrables codes éthiques, recommandations, chartes éthiques, etc., sur l'intelligence artificielle. J'en parlerai très, très, très rapidement tout à fait à la fin. Il y a ces guidelines éthiques pour une IA de confiance, n'est-ce pas? Ça, c'est un des slogans, l'IA de confiance, de 2019, donc c'est tout à fait récent. Et voilà ce que l'on peut lire. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un système d'intelligence artificielle, IA. Donc, ce sont des systèmes logiciels et éventuellement matériels conçus par des humains qui, compte tenu d'un objectif complexe, agissent dans la dimension physique ou numérique en percevant leur environnement par l'acquisition de données, en interprétant les données structurées ou non structurées collectées, en raisonnant sur les connaissances ou en traitant les informations dérivées de ces données et en décidant de là ou des meilleures actions à entreprendre pour atteindre l'objectif fixé, etc., etc. Alors, je dois dire qu'en lisant cette définition, je me suis interrogé sur ce qui était passé par la tête des collègues, dont je connais certains, qui sont tous éminents. Pourquoi ont-ils pensé que c'était ce qu'on pouvait faire de mieux pour définir l'intelligence artificielle? C'est un peu comme si vous définissiez la médecine comme la médecine c'est, et puis vous sortez. Alors les interventions chirurgicales et les médicaments et les tests et les rayons X et les scanners, etc. et tout ce qu'on peut faire dans différents cas de figure. C'est pas ça la médecine, ça c'est les moyens de la médecine. Mais la médecine, c'est en gros une tentative un effort concerté pour maintenir les gens en bonne santé, par exemple, mettons. On peut faire mieux sûrement, mais enfin, au moins on comprend ce qu'est la médecine. Quelqu'un qui n'aurait aucune idée antérieure sur ce qu'est l'intelligence artificielle, je le mets au défi de comprendre cette définition. Et d'ailleurs, avec les et, les ou, etc., distribués de toutes les façons possibles, on s'y perd complètement. Donc, ça nous donne, disons, ces deux extrêmes. D'une part, une idée complètement ultra simpliste que l'intelligence artificielle, c'est en gros ChatGPT, et à l'autre extrême, cette espèce de salade russe de spécialistes. Ce que ça nous indique, c'est que l'IA est un objet un peu particulier, un peu difficile à saisir, plus difficile à saisir que d'autres grandes entreprises, mettons technologiques ou scientifiques. Donc ça vaut la peine, peut-être, de revenir un tout petit peu en arrière et de se demander, au fond, qu'est-ce qu'était l'intelligence dont il était question dans le projet initial de l'intelligence artificielle. Alors rappelez-vous, pour ceux d'entre vous d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont, disons, à peu près mon âge et qui peuvent effectivement se rappeler des premières déclarations des pionniers de l'intelligence artificielle. Alors voici Herbert Simon qui nous dit la chose suivante. En 1957, j'ai la référence, c'est publié dans une revue sérieuse. Je ne cherche pas à vous surprendre ou à vous choquer, mais pour le dire aussi simplement que possible, il existe désormais dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. De plus, leurs performances en la matière vont augmenter rapidement jusqu'au moment où, dans un avenir prévisible, tout problème auquel l'esprit humain s'est appliqué sera à leur portée. Et voici une autre déclaration de quelqu'un qui était en quelque sorte un concurrent de Simon, Frank Rosenblatt, qui la même année disait « Le perceptron », car c'est l'inventeur du perceptron qui est l'ancêtre des modèles de deep learning d'aujourd'hui, est l'embryon d'un ordinateur électronique qui sera capable de marcher, de parler, de voir, de lire, de se reproduire et d'être conscient de sa propre existence. Rappelez-vous encore une déclaration de Marvin Minsky, qui était le pape de l'intelligence artificielle à MIT en 1970, donc quand même 13 ans plus tard, et il nous dit, un peu plus sobrement, mais à peine, d'ici 3 à 8 ans, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen. Je veux dire une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de lubrifier une voiture, de faire de la politique de bureau, de raconter une blague, de se bagarrer. Et à ce moment-là, la machine commencera à s'éduquer elle-même à une vitesse fantastique. En quelques mois, elle aura atteint le niveau du génie et quelques mois plus tard, ses pouvoirs seront incalculables. Donc, pour les pionniers, alors, Herbert Simon, c'est un grand monsieur.
pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas, il a eu non seulement le prix Turing, donc une sorte de Nobel de l'informatique en 1975, il a aussi eu le prix Nobel d'économie en 1978 pour ses travaux sur la rationalité limitée. C'est un grand esprit, c'est un des grands penseurs des sciences humaines, si vous voulez, des sciences de l'organisation. Donc le fait qu'il se laisse aller en quelque sorte à dire des choses aussi franchement invraisemblable, en tout cas a posteriori, en 1957, est extrêmement frappant. Je pense que c'est important de se dire que le projet de l'intelligence artificielle, c'est vraiment celui de recréer l'intelligence humaine sur des machines. Bon voilà, c'est une définition, alors partielle, de l'intelligence artificielle, mais au moins intelligible. C'est comme quand on dit que la médecine, c'est l'art de permettre aux gens de conserver ou de recouvrer la santé. Alors le projet, c'est donc une machine qui est pensante, qui est intelligente au sens humain. Alors déjà, une remarque qu'on ne va pas pouvoir vraiment approfondir, mais j'attire votre attention sur le fait que intelligente et pensante, pour des gens comme ça, thinking machine, intelligent machine, c'est pareil. Ils ne cherchent pas trop à distinguer les choses à ce stade. Et aussi une machine qui est capable d'exécuter toutes les tâches requérant chez l'humain de l'intelligence. Et là aussi, il n'y a pas une distinction claire dans l'esprit des gens de l'époque, du moins dans leur manifeste en quelque sorte, et on peut se demander si ces deux objectifs qui sont distincts ou confondus. Et cette question va traverser toute l'histoire de l'intelligence artificielle à ce jour. Et puis, cette machine est le résultat d'une entreprise qui est une entreprise technologique, qui est de construire ces machines qui exhibent donc l'intelligence artificielle, mais qui est aussi une entreprise scientifique, puisqu'il s'agit de reproduire l'intelligence humaine, il faut savoir ce qu'est l'intelligence humaine, comment elle fonctionne. Et donc, l'entreprise scientifique, c'est celle de l'étude de la science de la cognition humaine. Et donc, initialement, ce qu'on a appelé nettement plus tard, le terme est arrivé plus tard, les sciences cognitives et le projet d'intelligence artificielle étaient deux faces d'une même monnaie, deux côtés d'une même monnaie. Et à ce jour, on peut se demander, on s'interroge sur les rapports qu'il y a entre les sciences cognitives et l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça ne saute pas aux yeux quand vous entendez intelligence artificielle. Ça ne résonne pas forcément dans votre tête sciences cognitives, et inversement, n'est-ce pas? Donc en fait, les deux projets se sont éloignés l'un de l'autre, mais ils sont néanmoins liés dialectiquement, si vous voulez. Alors, le rêve de l'éclipse au retour. Alors, le rêve, c'est le rêve de créer une machine pleinement intelligente au sens qui a été expliqué donc par Simon, Rosenblatt et Minsky dans les premières citations. Donc il y a une première phase, ça c'est évidemment très connu par ceux d'entre vous qui avaient suivi l'affaire depuis 40 ou 50 ans, donc je ne vous apprends rien. Il y a une phase qu'on appelle symbolique pour des raisons que j'éclairerai un petit peu, mais pour l'instant, gardons ça simplement comme une étiquette, on pourrait l'appeler la phase A pour l'instant, dont les axiomes ou les suppositions de base, c'est que penser, c'est en gros raisonner. Donc la pensée est une forme de logique étendue, si vous voulez, et que la logique, cette logique étendue, est une affaire de calcul. Alors l'idée que penser, c'est raisonner, et c'est même calculer, c'est une idée qui remonte très loin chez Hobbes. Il y a une citation célèbre qui dit que, mais finalement, penser, ça n'est rien d'autre que calculer, nothing but reckoning. Reckoning ici, c'est calculer. Donc c'est une vieille idée, mais cette idée est donc reprise à nouveau frais par les créateurs de l'intelligence artificielle qui s'inscrivent dans le droit chemin de l'invention de l'informatique, de l'invention de l'ordinateur et de la pensée de Alan Turing, que je n'ai pas mentionné. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur Alan Turing, mais aujourd'hui, on peut dire,
je n'avais pas prévu de le dire, mais je ne résiste pas à la tentation de dire que Alan Turing est probablement le plus grand scientifique du XXe siècle, non pas par la profondeur de sa pensée, parce que évidemment Bohr, Schrödinger, Einstein, Crick, etc. semblent, avoir un prestige en matière de profondeur de pensée très supérieur à celui de Turing, mais je pense que le plus grand bouleversement scientifique, en quelque sorte, du XXe siècle vient plutôt de Turing. En tout cas, il est certainement à égalité en matière de portée, je pense. C'est mon opinion, ce n'est pas que mon opinion, mais je sais qu'elle n'est pas encore complètement reconnue. Bon, donc la cognition, c'est une forme de logique étendue qui opère sur des propositions, des pensées de niveau personnel. Alors ça, c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est assez abstrait, proposition, machin, ça veut dire qu'en gros, la pensée consiste à travailler sur des faits, si vous voulez, des faits, des choses qu'on pense de manière consciente. Donc je pense que je suis en train d'essayer de vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous pensez, je ne sais pas, qu'on est ici, boulevard Arago, vous pensez qu'il est à peu près 8 heures du soir. Bref, ce sont des pensées que vous pouvez entretenir de manière consciente et sur lesquelles vous pouvez échanger par le langage ordinaire. Tu es sûr qu'il est 8 heures du soir, je pense qu'il est plutôt 8h10, etc. Donc, penser, c'est ça, c'est manipuler des pensées qui sont conscientes, qui peuvent être mises explicitement sur un bout de papier, même si souvent on passe des étapes, si ça reste implicite, parce qu'on a des automatismes de raisonnement, etc. Théoriquement, on peut mettre tout ça sur un bout de papier, et c'est ça, penser. Et la méthode pour fabriquer, dans ce paradigme symbolique de l'intelligence artificielle, la méthode pour fabriquer des systèmes artificiels intelligents, ça consiste tout simplement à examiner de près la procédure suivie par l'esprit humain, par l'agent humain, par différentes manières. Donc prenez simplement, je ne sais pas, le jeu de dames. Vous voulez faire un joueur de dames électronique, tout bêtement, un système artificiel intelligent qui joue aux dames. Là, vous regardez comment fait un joueur de dames compétent. Alors, vous le regardez par introspection si vous êtes vous-même fort, si vous savez jouer aux dames vous-même. Sinon, vous pouvez aussi demander à des sujets qui sont en train de jouer aux dames, qu'est-ce que tu as fait ? Alors, si vous trouvez que les dames, c'est trop simple, vous pouvez prendre, c'est très à la mode d'étudier la manière dont les gens résolvaient le problème des tours de Hanoï. Vous savez, avec les trois broches et qu'il faut inverser l'ordre des petits trucs qui se mettent sur les broches, etc. Ou vous prenez comment vous faites pour planifier vos vacances familiales ou comment vous faites pour vous rendre à Orly en temps utile pour attraper l'avion de Milan. Donc vous faites ça soit par introspection, soit en demandant aux sujets en train de résoudre ce problème, de vous dire ce qu'ils sont en train de faire, soit encore par des méthodes alors d'observation extérieure, en quelque sorte, du comportement des individus, selon les normes et les méthodes de la psychologie scientifique. Ensuite, quand vous avez bien vu ça, vous schématisez ça sous forme d'un programme informatique, puis vous faites tourner le programme, et si les résultats sont ceux que vous espérez, vous êtes content, vous avez votre système artificiel intelligent, et sinon, vous retournez à l'examen de la manière humaine de résoudre le problème jusqu'à ce que ça colle, c'est-à-dire que le système artificiel fait ce qu'on attend d'un homme, d'un sujet humain compétent. Alors, par rapport aux ambitions du début, vous vous souvenez, une machine qui peut penser, qui peut lubrifier la voiture, qui peut se bagarrer, comprendre une blague, etc. Il y a eu très rapidement, au sein du paradigme initial, du paradigme symbolique, un repli stratégique sur une IA beaucoup plus sobre, si vous voulez, c'est-à-dire un renoncement provisoire, on remet à plus tard la question de faire une IA qu'on dit forte, c'est-à-dire une IA
qui est vraiment doté d'une pensée pensante, c'est-à-dire pas simplement les produits de la pensée, mais de la même manière que nous sommes, enfin nous pensons comme des agents pensants, nous sommes en train de penser, eh bien on laisse tomber cette idée que nos systèmes seraient véritablement pensants, c'est-à-dire dotés d'une conscience, si vous voulez, dotés d'une capacité à comprendre ce qu'ils disent de la même manière que nous comprenons ce que nous disons. Alors pour ceux qui connaissent un peu le domaine, qui l'ont déjà un peu étudié, c'est une référence, et l'expression IA forte est une référence à un célèbre article du philosophe américain John Searle, dont vous avez peut-être entendu parler de son expérience de pensée de la chambre chinoise, où il montre qu'un système automatique peut d'une certaine façon se comporter comme s'il comprenait le chinois en manipulant simplement les symboles selon une règle de traduction des symboles en action à faire, une table en quelque sorte de production, et qui néanmoins ne comprendrait pas un mot chinois. Alors cette expérience de pensée a fait couler beaucoup d'encre et encore à ce jour fait beaucoup réfléchir les philosophes et les informaticiens sur le statut exact de nos systèmes artificiels. En tout cas, à l'époque, donc on est dans les années 50, 60, 70, on laisse de côté, on dit écoutez ça, je ne sais pas très bien, on verra plus tard. Donc on renonce aussi à l'idée qui était implicite dans ma description de la méthode. À l'instant, on regarde comment font les êtres humains, et puis on copie, d'une certaine façon, on schématise, on copie. Donc là aussi, on laisse un peu de côté, on dit écoutez, peu importe la manière dont la machine va gagner au jeu de dames, l'essentiel c'est qu'elle gagne au jeu de dames. Si elle le fait différemment de l'être humain, ça va quand même. On renonce à une IA générale, ça c'est une idée importante parce qu'on y revient avec ChatGPT justement. Si on parle un peu plus tard de ChatGPT, ChatGPT est censé posséder déjà les éléments d'une généralité. Qu'est-ce que veut dire la généralité? En l'occurrence, dans le contexte de l'intelligence artificielle, c'est la chose suivante. Vous regardez, vos intelligences à vous, vos pensées, quand vous passez d'une tâche à l'autre, de faire la cuisine, gagner au jeu de dames, finir votre dernier papier scientifique, planifier les vacances familiales, où vous dirigez dans la station Châtelet en cherchant la bonne correspondance, c'est la même intelligence, c'est le même organe qui passe d'une tâche à l'autre. Votre organe de pensée est une sorte de bonne à tout faire. Vous lui dites de faire ceci, il fait ceci, vous lui dites de faire cela, il fait cela. Vous n'avez pas besoin, en quelque sorte, de changer de programme, d'éjecter la disquette, pour prendre une métaphore maintenant complètement dépassée, pour en mettre une autre. Et donc le rêve auquel on renonce en ce moment, dans ces années 60, 70, etc., c'est de fabriquer une intelligence générale. On fait des intelligences, en quelque sorte, étroitement spécialisées. Donc vous en avez une qui joue aux échecs, vous en avez une autre qui maintenant joue au Go, vous en avez une troisième qui est capable de planifier, je ne sais pas moi, réorganiser le système des transports en commun d'une petite ville, et ainsi de suite. Donc à ça, vous renoncez. Vous renoncez à une IA qui est en quelque sorte libérée de toute dépendance de l'intelligence humaine, c'est-à-dire qui va elle-même découvrir la manière dont il faut agir efficacement, intelligemment ou rationnellement dans le monde. Et donc ça a été la période, pour certains d'entre vous, vous en souvenez peut-être, la période des systèmes experts, où au lieu de se demander, d'essayer de retrouver les principes de base d'une action intelligente dans un domaine donné, mettons recherche scientifique ou intervention des pompiers dans une situation d'urgence ou identification des maladies de la tomate ou organisation d'un réseau informatique. Au lieu donc d'essayer de revenir aux premiers principes, comme le ferait une intelligence humaine, vous allez simplement voir les experts de ces différents domaines, les experts de la maladie de la tomate, les experts de l'organisation d'un système informatique complexe, etc. Et vous leur demandez comment ils font. Alors vous essayez de systématiser leurs règles et vous mettez ça sous forme d'un ensemble de règles symboliques que vous faites tourner ensuite sur un ordinateur, et vous avez ainsi un système expert qui a au fond simplement pris la connaissance qui était la connaissance humaine, donc étroitement liée
évidemment étroitement dépendant de l'intelligence humaine. Et finalement, vous renoncez complètement, vous abandonnez le rêve métaphysique de trouver, la pierre philosophale, c'est-à-dire le principe fondamental, cette chose magique, l'intelligence, qu'on pourrait en quelque sorte, dont on pourrait doter en quelque sorte une machine. Cette idée d'un principe général, d'une essence de l'intelligence, vous laissez de côté cette question-là complètement. Et ce que vous visez, c'est donc une IA faible, une IA étroite, si vous voulez, qui s'acquitte une à une de tâches intelligentes sans avoir besoin d'intelligence au sens d'une essence particulière. Et comment elle fait? Elle automatise les processus humains, domaine par domaine, tâche par tâche, sans nécessairement copier les gestes mentaux de l'être humain, de la même manière qu'une machine à coudre. Elle fait ce qu'on lui demande, elle fait ce que fait une bonne couturière, mais sans imiter. La couturière n'a pas une aiguille qui monte et qui descend. Elle fait autrement, mais peu importe. La machine à coudre, on est content de ce qu'elle fait. Elle fait sans l'intelligence, si vous voulez, sans la capacité particulière de la couturière. Elle fait ce que fait la couturière, pour dire les choses simplement, évidemment. Alors, l'IA symbolique est entrée en difficulté. Et donc, elle a traversé ce qu'on appelle pudiquement des hivers, c'est-à-dire des moments où ça ne marchait pas très bien, où il n'y avait plus de financement, et les spécialistes de l'époque en ont beaucoup voulu aux décideurs politiques et aux décideurs de la politique scientifique de leur couper les vivres. Mais c'est ce qu'a fait l'armée américaine, car pour l'essentiel, c'est l'armée américaine et la DARPA qui ont financé les premières recherches en IA, pas toutes, il y a aussi en Angleterre, au Royaume-Uni, il y avait aussi des financements du même genre. En tout cas, ces financements ont été taris, et donc l'IA a traversé des hivers. Il y avait des raisons fondamentales dans lesquelles je ne peux pas rentrer en détail, mais une difficulté caractéristique des limitations de ce paradigme symbolique est la suivante. Il est tout naturel, quand on cherche à résoudre un problème, quel qu'il soit, à en constituer, un modèle réduit. Alors, au lieu d'avoir, je ne sais pas, 3 corps, on n'en prend que 2, par exemple. Au lieu d'avoir 5 variables, un système à méthode d'équation à 5 variables, on se dit peut-être 2 variables, ça suffit, on va essayer de résoudre dans le cas de 2 variables. Alors c'est exactement ce qu'on a fait en intelligence artificielle. On créait des micro-mondes, ce qu'on appelait des micro-mondes. Donc par exemple, on cherche à créer un système intelligent qui va manipuler des objets solides de manière assez simple, empiler des cubes, identifier le cube rouge, le poser sur la pyramide verte ou des choses comme ça. Et on crée un programme qui va marcher dans ce micro-monde. Mais au moment où on veut lâcher le programme ou généraliser le programme au monde réel, dans toute sa complexité, on se plante complètement. C'est-à-dire ça ne passe pas à l'échelle. Tout va bien? Ces bruits ne sont pas inquiétants? Bon, d'accord. Une autre limitation, à mon sens, enfin je pense, c'est que finalement, les spécialistes d'intelligence artificielle ont sous-estimé la difficulté de comprendre les mécanismes cognitifs. Comment est-ce que les êtres humains, comment les agents humains parviennent à résoudre les problèmes, à s'acquitter des tâches qui sont les siennes, qui sont les leurs. Et ils comptaient au début sur une espèce de bon sens. Les informaticiens, les spécialistes d'intelligence artificielle étaient des gens très, très instruits et très astucieux, qui s'intéressaient d'ailleurs beaucoup à l'intelligence humaine et qui s'imaginaient un peu naïvement qu'en se creusant un petit peu la cervelle et en discutant avec les collègues, ils allaient comprendre comment, au fond, un être humain perçoit une source sonore, localise une source sonore,
comprend le sens général d'une scène, apprend le langage, produit le langage. Et en réalité, non, il fallait se spécialiser, il fallait devenir un spécialiste de sciences cognitives, justement, et passer beaucoup de temps à étudier un à un ces processus et le travail des sciences cognitives, quoique ayant énormément progressé depuis. Et d'ailleurs, c'est un argument pour dire que l'IA aujourd'hui est mieux armée que l'IA d'hier. Elle peut s'appuyer sur les résultats des sciences cognitives, mais les sciences cognitives sont loin d'être une science achevée. En tout cas, elles en étaient à leur balbutiement à l'époque, et les gens de l'intelligence artificielle ne se rendaient même pas compte qu'ils n'étaient pas armés, en quelque sorte, pour véritablement aborder la question. Et puis, il y a l'excuse, ou c'est plus qu'une excuse, c'était une vraie raison, c'est qu'évidemment, les ressources computationnelles de l'époque étaient infiniment inférieures à celles d'aujourd'hui. Alors, quoi qu'il en soit, le connexionnisme, ce qu'on a appelé à l'époque le connexionnisme, et qui va bientôt changer de nom, je l'expliquerai dans la prochaine slide, le connexionnisme a pris le relais, d'une certaine façon, de l'approche symbolique. Donc, c'est la deuxième grande approche, là aussi connexionnisme dans un premier temps. Je vais expliquer pourquoi on dit connexionnisme dans une seconde, mais vous pouvez l'appeler pour l'instant simplement la deuxième approche. L'approche A, c'est l'approche symbolique, l'approche B, c'est l'approche connexioniste. Et les connexionnistes nous disent, alors les connexionnistes sont les héritiers en fait, ils sont aussi les héritiers de McCulloch Epic de 1944, mais ça c'est juste pour les gens qui connaissent un petit peu l'histoire du domaine, peu importe. Ils sont les héritiers directs du perceptron de Rosenblatt, et leur vision du problème de l'intelligence artificielle est le suivant. Ils nous disent, oublions la personne qui raisonne, un agent qui raisonne consciemment, et inspirons-nous plutôt du cerveau qui perçoit. Et donc passons d'une vision de la cognition comme une forme de raisonnement, une logique étendue, si vous voulez, et pensons plutôt à la cognition qu'une forme de perception étendue. Alors c'est un peu difficile à avaler, mais c'est une intuition très forte et qui s'est révélée très très productive, et que je vais essayer un petit peu de développer dans les minutes qui viennent. Alors, quand vous percevez, vous ne savez pas comment vous faites. Contrairement, quand vous raisonnez, comment est-ce que je vais trouver la correspondance à Châtelet, vous savez ce que vous faites. En gros, vous êtes capable de reconstituer. Vous avez pris, c'est pour ça que ce sont des informations personnelles que vous traitez. Vous avez pris, vous les manipulez volontairement. Vous tenez ces choses entre vos mains. Tandis que quand vous percevez, il n'y a rien qui dépende de votre volonté. Vous ne dites pas, tiens, j'ai envie de reconnaître le visage de ma mère, comment je vais m'y prendre ? Vous reconnaissez le visage de votre mère et vous n'avez aucune idée de la manière dont vous reconnaissez le visage de votre mère. Si vous dites, je vais lever le bras pour attraper le bol qui est sur la dernière étagère, vous le faites, mais vous ne savez pas comment vous le faites, bien sûr. Donc, il y a là l'idée qu'il y a des actions qui sont d'ordre informationnel, ce sont des informations, mais ce ne sont pas des informations qui sont de la taille, si vous voulez, ou de la dimension des choses que vous pouvez manipuler de manière consciente. Ce sont des choses qui sont, pour le dire rapidement, plutôt le job des neurones eux-mêmes, n'est-ce pas ? Les neurones de votre système visuel, pour le dire de manière très très schématique, j'espère qu'il n'y a pas trop de neuroscientistes dans l'assistance, je simplifie bien sûr, mais en gros, ce sont des informations infrapersonnelles ou subpersonnelles, ce sont des informations qui sont traitées par le système nerveux directement et qui ne passent pas en quelque sorte la barre de la conscience, si vous voulez. Donc, c'est le cerveau qui perçoit, c'est le cerveau d'ailleurs qui produit même le langage. Alors vous me direz, non, le langage, par exemple aujourd'hui, j'ai réfléchi à ce que je réfléchis plus ou moins en temps réel à ce que j'essaie de vous dire, mais produire les mots, avoir l'accès lexical à un mot qui vous manque ou qui ne vous manque pas, vous ne savez pas comment vous faites. Et moi, qui en raison de mon âge, il m'arrive de plus en plus souvent de ne pas retrouver un mot, je n'ai aucune recette pour retrouver ce mot-là. Ça ne dépend pas du tout d'un calcul conscient.
Et alors, en parallèle, puisque nous ne traitons pas des informations selon, en gros, les méthodes ou les schémas de la logique, l'ordinateur que nous connaissons, qui est une sorte de machine logique étendue, ne convient pas. Donc il faut lâcher l'ordinateur et s'orienter vers une architecture complètement différente. Et c'est ça l'architecture des réseaux de neurones interconnectés, d'où le nom de connexionnisme. Alors, la petite complication ici, c'est que comme l'ordinateur est une machine universelle qui peut simuler n'importe quel phénomène physique, y compris des tornades, des Big Bang, enfin tout ce que vous voulez, des réactions chimiques, etc., ils peuvent aussi simuler des réseaux, des systèmes de réseaux interconnectés, de neurones formels. Et donc finalement tout ça tourne sur les mêmes machines, donc des machines d'architecture von Neumann encore parfois un petit peu modifiées et complexifiées, mais fondamentalement, disons, le modèle de connexionniste, de traitement de l'information connexionniste, est plutôt calqué sur la structure des réseaux de neurones dans le cortex. De très loin, de manière extrêmement schématique, je ne m'y attarde pas, de manière peut-être moins schématique dans les années qui viennent, mais pour l'instant, en tout cas à l'époque, de manière très schématique. Donc on change aussi de modèle de machine. Alors le connexionnisme il faut que j'accélère là. Le connexionnisme a donc fait une longue traversée, difficile d'ailleurs, depuis le perceptron de Rosenblatt dans les années 60, en passant par le connexionnisme qui a explosé dans les années 1980, et puis qui a connu de nouveau des difficultés, en partie sociologiques d'ailleurs, qui l'a amené à changer de nom tout à fait volontairement. C'est à ce moment-là que le connexionnisme a changé de nom et s'est appelé Deep Learning. Alors pourquoi Deep Learning ? Learning parce que ce sont des machines qui apprennent à partir d'exemples, et deep parce que au lieu d'une couche qui était le modèle du perceptron ou deux ou trois, il y en a beaucoup. Donc c'est un apprentissage sur beaucoup de couches. Et puis ça a conduit donc à l'IA générative, donc les modèles massifs de langage, les GPT que vous connaissez, ChatGPT, et puis les modèles texte-image, image-texte dont vous avez entendu parler, avec lesquels vous avez peut-être également joué. Alors, on a donc maintenant à ce stade, je suis arrivé maintenant, mon petit retour en arrière historique a été un petit peu longuet, je m'en excuse. La question maintenant est au fond celle-ci. Est-ce que du coup, maintenant qu'on a renoncé au symbolique, c'est d'ailleurs une simplification, le symbolique est toujours là quand même, en arrière-plan, mais enfin en gros, le triomphe actuel de l'intelligence artificielle, la raison pour laquelle les gouvernements du monde entier s'en préoccupent, et les chefs des grandes entreprises et chacun d'entre nous, c'est à cause disons, des conquêtes du connexionnisme. Et donc, au stade présent, la question est de savoir si l'IA, dans son projet initial, celui de Simon, Minsky et compagnie, est sur la voie de la réussite. Et donc on peut dire qu'il y a les optimistes et les pessimistes à cet égard. Et en fait, il y a non pas 2 positions, il y en a 4. 4 positions dont 3 sont cohérentes. Parce qu'il y a 2 interprétations de la réussite. La première, c'est est-ce que l'IA va poursuivre sa conquête des différents secteurs d'activité, donc c'est sa trajectoire actuelle, elle conquiert peu à peu, elle s'immisce dans tous les secteurs d'activité, enfin de plus en plus. Est-ce qu'elle va continuer non seulement à conquérir l'un après l'autre les secteurs d'activité qu'elle n'a pas encore conquis, par exemple la science, là vous êtes sans doute conscient d'un débat sur la question de savoir si maintenant, au fond, on peut confier à l'IA le soin de prouver des théorèmes mathématiques ou de faire des découvertes en physique ou en biologie. Donc, est-ce qu'elle va conquérir donc, tous les secteurs d'activité humains ? Et est-ce qu'elle va les conquérir de plus en plus complètement ? On peut dire qu'actuellement, elle intervient dans beaucoup de secteurs, mais on ne peut pas dire qu'elle les ait complètement conquis. Il est clair qu'elle ne joue qu'un rôle marginal. Alors est-ce que ce rôle va aller en croissant jusqu'à conquérir complètement les différents domaines ? Donc ça, c'est la première manière d'interpréter la réussite possible de l'intelligence artificielle. Ou bien, deuxième possibilité,
L'IA va-t-elle maintenant produire des systèmes artificiels intelligents, véritablement intelligents, ceux qu'appelaient de ses voeux ou dont prédisait l'existence prochaine Herbert Simon, Minsky et compagnie, capables de remplacer les humains dans leurs existences quotidiennes, conduisant donc à une société mixte d'humains et de systèmes artificiels intelligents, et d'une société où, Daniel y a fait allusion, les systèmes artificiels intelligents pourraient même prendre le dessus et nous réduire en esclavage ou nous éliminer si nous sommes des esclaves inefficaces. Alors il y a trois positions cohérentes, il y en a une qui n'est pas possible, c'est-à-dire on ne peut pas imaginer que l'IA produirait des systèmes artificiels, mais ne poursuivrait pas sa conquête des différentes activités. Ça, c'est contradictoire. En revanche, les autres positions sont possibles. On peut dire oui, elle va premièrement conquérir peu à peu toutes les activités, tous les champs d'activité. Deuxièmement, produire des êtres réellement intelligents, artificiels, ou bien on peut penser que ni l'un ni l'autre de ces éventualités va se réaliser, ou bien on peut penser, et je m'y attarde un peu parce que c'est un peu ma position, on peut penser que l'IA maintenant est en quelque sorte irrésistible, c'est-à-dire qu'elle va continuer à pénétrer peu à peu et de plus en plus profondément les activités intellectuelles, mais je ne pense pas qu'elle va parvenir à produire des systèmes intelligents au sens humain, et je vais essayer de m'en expliquer dans le temps qui me reste. Alors, cette slide était simplement pour ceux qui sont sceptiques sur le fait que ce rêve soit revenu, que cette idée que de nouveau on pense créer des êtres véritablement intelligents. Il y a des citations que je n'ai pas le temps, j'ai mal calculé mon temps, donc ce sont des citations qui montrent qu'effectivement, par une sorte de fausse modestie, qui montre que c'est bien le rêve, puisqu'ils nous disent, les gens, là il s'agit des trois champions, les trois mousquetaires du connexionnisme d'aujourd'hui, du deep learning d'aujourd'hui, ceux qui ont eu le prix Turing il y a quelques années, 2018 ou 2019, et dont vous connaissez au moins Yann Lequin, puisqu'il intervient très souvent sur la scène française, qui disent « Oui, nos machines sont encore très bêtes ». Si on dit que nos machines sont encore très bêtes, c'est qu'on pense qu'elles vont devenir vraiment intelligentes un jour. Mais il manque quelque chose. Ils reconnaissent qu'il faudrait une nouvelle idée, qu'on n'a pas encore. Alors c'est ce que disait Hinton, mais c'était juste avant Generative AI, et donc je ne sais pas ce qu'ils pensent exactement aujourd'hui, il faudrait regarder. Alors, est-ce que justement l'IA générative n'est pas la réponse? Alors là, j'ai prévu de sauter, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, je me disais que je n'aurais pas le temps d'en parler, donc je saute les trois slides sur ChatGPT et je répondrai éventuellement à vos questions au moment du débat. Et maintenant, dans les 7 minutes qui me restent, alors peut-être 10, mais pas plus, hein. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je pense que l'intelligence humaine reste en quelque sorte dans un monde différent que celui de l'intelligence artificielle, ce qui en soi n'est pas une pensée très originale. Je crois que la plupart des gens, instinctivement, intuitivement, disent « Ah non, non. Quelles que soient les réalisations de l'intelligence artificielle, et même avec ChatGPT et assimilé, c'est quand même pas de l'intelligence humaine. » Donc cette idée est assez intuitive, et moi ce que j'essaie de faire, c'est de lui donner une sorte d'apporter non pas une preuve, il n'y a jamais de preuve absolue, mais enfin de lui donner une certaine plausibilité. Pourquoi est-ce que je pense que... Alors je vais passer ici. Alors donc il y a évidemment les gens qui disent qu'il n'y a pas vraiment de problème des rapports entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Alors la version minimaliste qui est la version paresseuse, ça consiste à dire bah écoutez, non, et beaucoup d'informaticiens et de spécialistes d'IA qui en ont marre de ces débats et de ces questions qui sont posées, etc., disent écoutez, fichez-nous la paix, ça n'a rien à voir. Oubliez que ça s'appelait intelligence artificielle, appelez ça autrement, donnez-lui un autre nom, ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'est l'intelligence humaine, personne ne sait ce qu'est l'intelligence humaine, donc laissez-moi tranquille avec cette question. On a très souvent cette réaction, je ne caricature pas. Alors ça, c'est la version minimaliste, la réaction vraiment minimale. Alors la réaction maximale, c'est au contraire à tout l'exact opposé, c'est-à-dire de dire, écoutez, c'est exactement la même chose, c'est simplement deux
processus ou systèmes de processus qui sont réalisés soit sur le wetware du cerveau, qui après tout est une machine, alors un peu plus compliqué, etc. On n'a pas complètement tout déchiffré, mais c'est une machine. Et donc cette machine, elle peut être réalisée sur un support physique différent. Donc c'est le fonctionnalisme qui consiste à dire ce qui compte, c'est la fonction ou les relations. C'est un peu du Auguste Comte aussi, quelque part derrière, puisqu'on est dans l'union rationaliste, il fallait que je mentionne Auguste Comte. Donc c'est simplement les mêmes processus sur deux supports matériellement différents, mais ça, on a l'habitude de pouvoir faire une poulie en acier, une poulie en titane, une poulie en plastique, même une poulie virtuelle, et elle remplit la même fonction. Et donc, si la fonction, c'est l'intelligence, la pensée, la résolution de problèmes, je sais quoi, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est la version maximaliste de dire il n'y a pas de problème. Alors moi, je rejette aussi bien la version minimaliste que la version maximaliste. Je n'entre pas dans les détails par manque de temps, je répondrai à vos questions éventuellement, et je dis simplement, je regarde un petit peu ce que la psychologie scientifique dit de l'intelligence. Alors il y a une longue histoire des efforts de la part de la psychologie scientifique pour parler de l'intelligence. Vous êtes au courant de Binet, vous vous souvenez de Binet, des débats sur le quotient intellectuel, etc. C'est une branche qui s'est un peu éteinte et puis qui a retrouvé une nouvelle jeunesse en quelque sorte. Il y a maintenant, depuis une vingtaine d'années, des philosophes des psychologues qui sont loin d'être bêtes, qui étudient l'intelligence, qui cherchent à la caractériser, à la comprendre, etc. Et qui, en gros, voient la psychologie scientifique, l'intelligence comme la capacité de résoudre des problèmes. Donc ça, c'est la clé, en quelque sorte. Le concept clé, c'est la résolution de problèmes. Alors, quand vous regardez les définitions précises, vous trouvez qu'il y a toutes sortes de nuances. Ce n'est pas simplement des problèmes de type scolaire, c'est aussi avoir un sens de la situation. Enfin, ils disent toutes sortes de choses qui finissent par brouiller complètement le paysage. Et mon effort et moi, ça a été de le clarifier, ce paysage, en disant l'intelligence est en partie une question de résolution de problèmes, mais si on veut vraiment voir ce que fait l'intelligence artificielle, elle résout les problèmes en un sens restreint, si vous voulez, c'est-à-dire ce qui est véritablement un problème et dont le paradigme est un problème scientifique, un problème scolaire. Ces problèmes ont un énoncé relativement précis. En général, l'élève ou le scientifique n'a pas la solution du problème, mais une fois qu'il l'a trouvé au prix d'un certain effort, c'est justement l'effort de son intelligence, que ce soit celle de l'élève qui est en train de faire une multiplication à 3 chiffres, ou celle du scientifique qui déchiffre, je ne sais pas, la constitution d'un composant chimique ou un mécanisme, mettons, biologique. Eh bien, une fois qu'on a la solution, c'est la solution du problème. Et c'est fini, et tout le monde est d'accord, et on rentre chez soi tout content. Donc c'est ça, au fond, le paradigme du problème, selon moi, au sens strict. Je ne peux pas vous interdire d'utiliser problème en un sens plus large. On utilise problème tout le temps. C'est un vocabulaire, c'est un terme du vocabulaire courant. J'ai un problème, c'est-à-dire que j'ai des ennuis en ce moment. Je ne m'entends pas bien avec ma copine. Enfin, j'ai un problème avec ma copine, mais ce n'est pas un problème qui a une solution, si vous voulez. La planète actuellement connaît des problèmes, par exemple de transition climatique. Vous avez peut-être entendu parler de ce problème, mais ce n'est pas un problème qui a une solution. Si on avait, on l'aurait trouvé, on le saurait. Ça ne veut pas dire qu'il est insoluble, mais ça veut dire que ça n'a pas cet aspect, en quelque sorte, d'un problème clairement posé, qui a une solution clairement posée, qu'on ne connaît pas encore et qu'on va trouver, n'est-ce pas ? Et moi, je prétends, mais je n'ai pas le temps de le développer, je prétends que l'intelligence artificielle, elle résout des problèmes. Et je pense qu'elle va continuer de résoudre des problèmes de plus en plus difficiles. Elle est capable d'en résoudre de plus en plus difficiles, de plus en plus variés. Mais l'intelligence humaine est, selon moi, une autre affaire. Et je vais devoir conclure très vite. Je vais dire que l'intelligence humaine, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, le plus grand spécialiste actuel de l'intelligence, du côté des psychologues, le dit bien, c'est qu'on a un peu un moment perdu, au fond,
le sens de la complexité de ce qu'est l'intelligence humaine, dont il dit d'ailleurs au bout d'une carrière, ça fait 60 ans qu'il étudie ça, il dit finalement il n'y a pas moyen de le saisir d'une manière unique. Moi je pense qu'il y a une façon unique de le saisir, c'est peut-être très prétentieux. Pour moi, l'intelligence humaine, c'est la capacité à faire face à une situation de manière appropriée, faire ce qu'il faut, do the right thing en anglais. Et une situation, c'est ce que nous connaissons très bien, ce qui nous est le plus familier, c'est-à-dire ce que nous vivons à un moment donné de notre existence. Et en fait, à tout moment, sauf qu'on ne regarde pas toutes les microsecondes la situation dans laquelle on est, mais très régulièrement, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure parfois, et très souvent, on est dans une situation, c'est-à-dire c'est un moment constitué par des éléments objectifs, des éléments subjectifs, centrés sur moi, si c'est ma situation, sur vous, sur celle de Daniel Kuhn, si c'est sa situation, à un moment donné, dans un lieu donné, dans un ensemble, dans un environnement donné. Et une situation, c'est donc centré sur l'individu, singulier, situé dans le temps et l'espace, et surtout, quelque chose dans lequel nous avons un enjeu. Nous sommes dans une situation, quand moi je suis dans une situation, d'essayer de conclure en 3 minutes, en 2 minutes, je suis dans une situation, j'ai un enjeu. Je dois en quelque sorte respecter les règles du jeu, je vais essayer aussi de terminer mon propos. J'ai un enjeu, ça importe pour moi. Et ça, c'est ce que je pense, à quoi sert en quelque sorte l'intelligence humaine. Et je pense que, pour différentes raisons, mais j'en donnerai juste une et je conclurai, puisque je vois que Daniel a repris son micro, je vais vous dire 2 choses simplement. Je vous dis d'abord que je pense que les animaux, contrairement aux machines, connaissent les situations. Un chat qui se demande s'il va pouvoir sauter d'une gouttière à l'autre est dans une situation. Ça le concerne, il a un enjeu, c'est à un moment donné et en un lieu donné. Les animaux connaissent les situations. Donc, les animaux non humains, je veux dire. Quant aux êtres humains, ils connaissent les situations, mais pour eux, contrairement aux animaux, autant que nous sachions, parce qu'on ne comprend pas toujours très bien comment l'intelligence humaine, animale fonctionne, mais pour nous, faire la chose qui convient n'est pas quelque chose d'objectif. Évidemment, dans beaucoup de cas, c'est quelque chose d'objectif. Si je veux, je ne sais pas, me sortir d'une certaine situation, il y a probablement une manière intelligente de le faire. Mais on peut toujours se demander, on peut toujours mettre en principe en cause le caractère intelligent ou non de notre comportement dans une situation donnée. C'est quelque chose qui est soumis à un jugement qui n'est pas arbitraire, qui n'est pas simplement vanille, est-ce que vous préférez la vanille ou le chocolat, mais qui ressemble plutôt à un jugement éthique ou esthétique. Est-ce que cette action a été véritablement courageuse? Est-ce qu'elle a été cruelle? Est-ce qu'elle est conforme à l'éthique? On peut toujours en discuter, même si dans beaucoup de cas, n'est-ce pas, on est tout à fait d'accord que tel comportement est inadmissible sur le plan éthique ou au contraire digne de louange sur le plan éthique, mais il y a toujours la possibilité d'en discuter. Et selon moi, la façon de gérer intelligemment une situation, c'est aussi de cet ordre, c'est une normativité en quelque sorte inéliminable, et c'est ce qui fait que l'intelligence humaine est quelque chose dont nous sommes, dans des moments comme ça de paresse ou de lassitude, tenter de dire qu'au fond, personne ne sait ce que c'est exactement et que ça nous échappe. Donc ça, c'est la première chose que je vais dire. Et la deuxième, et ce sera vraiment la fin, c'est que, clairement, pour être intelligent, on a intérêt à avoir un corps. Pourquoi? Alors évidemment, parce qu'un corps, ça peut interagir en temps réel, en lieu réel, en quelque sorte, pas à distance, avec l'environnement. Donc c'est quand même utile pour faire la chose qu'il faut faire dans une situation concrète donnée, c'est bien d'avoir un corps parce qu'il vous met en rapport direct. Donc, c'est d'ailleurs cette idée qui inspire la robotique intelligente, qui cherche justement à donner un corps à l'intelligence artificielle en lui donnant un robot, en la branchant sur un robot. Mais ça ne marche pas tout à fait, selon moi, parce que le corps doit être en quelque sorte porteur du soi. Et je crois que ce qui fait qu'un corps est indispensable à un être intelligent au sens humain,
c'est que c'est son corps à soi qui est en quelque sorte le porteur de votre identité personnelle depuis les premières minutes de votre existence, où vous avez déjà un enjeu, jusqu'à maintenant. Donc, ça assure la continuité à travers le temps de la personne et du soi. Et donc, tant qu'on ne saura pas, en quelque sorte, créer un organisme artificiel qui soit à la fois un organisme avec un corps au sens biologique du terme et une intelligence, on n'aura pas une intelligence artificielle égale ou même comparable à l'intelligence humaine. Et voilà, je termine en m'excusant d'avoir été trop long. Merci. Permettez-moi de donner la parole à la salle pour qu'il va réagir sur ce que vous venez de dire. Bon, je vais peut-être commencer. J'ai une question en ce qui concerne une attitude spécifiquement humaine, je pense, qui commune aux artistes, aux chercheurs, par exemple, qui a l'expérience de penser. La capacité d'imaginer une expérience qui n'engage pas forcément d'ailleurs le corps humain. Par exemple, vous pouvez imaginer que vous êtes dans l'espace et que vous allez faire une expérience. Ça, c'est vraiment typiquement l'expérience de pensée. Un artiste aussi peut faire la même chose, il met un protocole et il laisse faire. Voilà. Comment vous situez cette démarche par rapport à ce que peut faire l'intelligence artificielle? Alors, merci pour cette question qui est tout à fait pertinente. D'abord, elle me donne premièrement l'occasion de dire que l'action intelligente peut être une action purement mentale. Et d'ailleurs, nous sommes beaucoup, probablement ici pour des raisons de profession, très souvent engagés dans des comportements purement mentaux. Nous ne sommes pas uniquement occupés à atteindre un plat sur une étagère élevée ou changer de correspondance, prendre la correspondance à Châtelet. C'est très souvent effectivement une action mentale. Et notre intelligence, à nous professionnels, en quelque sorte, des travaux intellectuels, est largement se restreint, est largement consacrée à ça. Donc ça, c'est la première chose, et je suis content d'avoir l'occasion de le préciser. La deuxième chose, c'est que cette capacité, donc on a beaucoup discuté, notamment Judea Pearl et d'autres ont beaucoup discuté justement de penser que c'était quelque chose qui échappait à l'intelligence artificielle, la capacité de créer des situations irréelles, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas certain que ce soit complètement impossible. Je pense qu'une intelligence artificielle de type génératif peut justement générer différentes possibilités et les comparer. Ça ne me paraît pas complètement exclu. En revanche, ce qui est exclu, c'est qu'elle le fasse de manière spontanée. Je ne crois pas à la spontanéité ou à l'autonomie de ChatGPT. Je crois que c'est un simulacre. Nous projetons sur ChatGPT la capacité de produire comme ça, de dire tiens, et si, parce qu'on lui demande de faire, je ne sais pas, de faire une scène qui comprend telle et telle chose et qui correspond à une certaine description, et il dit tiens, je vais faire ça comme ça. On lui demande, je ne sais pas, de faire on pourrait lui demander de faire des morceaux en forme de poire, comme Erik Satie. Vous savez pourquoi il a écrit ces morceaux en forme de poire? C'est parce que Debussy, qui était un homme apparemment très désagréable et qui a très maltraité le pauvre Erik Satie, lui a reproché de ne pas avoir le sens de la forme. Alors, en réponse, il a composé donc 5 morceaux en forme de poire. Donc, on peut demander effectivement à ChatGPT de faire 5 portraits en forme de poire, ou 5 voitures en forme de poire, ou 5 chats en forme de poire, et il va vous proposer différentes solutions, mais il n'aura fait ça au hasard. Il combine en quelque sorte au hasard. Il n'y a pas, disons, la pensée créatrice en quelque sorte. Mais il n'aura pas d'idée de faire. Il n'aura certainement pas d'idée. Il est toujours réactif. Ouais. Alors, y a-t-il des questions? Des réactions? Oui. Oui,
moi j'aurais une question qui concerne l'intelligence comparée d'un robot et l'intelligence humaine, si tant est qu'on sache ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu le jeu de Go, où à la troisième partie, le robot, enfin l'intelligence artificielle, a gagné en inventant quelque chose qui n'était pas dans les processus connus, qu'il aurait mémorisé, sur lesquels il aurait pu se fonder, puisqu'après tout, il était programmé pour faire ce que faisaient les hommes aussi bien. Mais alors, est-ce que ça crée pas une question de fond sur l'intelligence artificielle, qui est capable d'être plus intelligent qu'un homme? Oui. D'ailleurs, il a abandonné le champion du monde. Il a déclaré forfait. Oui, tout à fait. Alors, on l'avait déjà dit d'ailleurs à propos du jeu d'échecs que ce qui était surprenant, ce n'était pas seulement que par la simple force brute, en quelque sorte, la machine inventait des stratégies ou des styles de jeu qui étaient vraiment nouveaux. Tout à coup, aucun des grands champions n'avait pensé jouer de cette manière-là. Et donc c'était déjà du temps du genre de Deep Blue et des joueurs électroniques d'échecs. Et alors ça a été encore plus frappant avec le Go, parce que le Go, on avait dit pendant longtemps que le Go était inaccessible à l'intelligence artificielle, que là, parce que c'est holistique, parce que toutes sortes de raisons, c'est holistique, c'est-à-dire que on ne peut pas, comme pour les échecs, attribuer un scoring aux différentes positions. Ce qui est quand même la base, en quelque sorte, pour les échecs, mais qui ne marche pas pour le Go pour différentes raisons. Je ne suis pas un spécialiste de Go du tout, je sais comment ça se joue, mais je ne sais rien de plus. Alors, pour la question de Michel Leduc, c'est très important, parce que ça me permet de dissiper l'idée que les modèles de deep learning consistent à mémoriser de vastes un répertoire quel qu'il soit. Il ne mémorise pas. Il encode implicitement des corrélations. Donc, il ne faut pas lui demander de vous cracher, recracher. On dit, vous lui demandez comparer Corneille et Racine, il va chercher une bonne dissertation qu'il a déjà mise en mémoire sur Corneille et Racine, ça ne manque pas, et il vous la recrache. Ce n'est pas comme ça que fait ChatGPT. Il encode des corrélations sur un corpus absolument gigantesque et sur demande, en quelque sorte, il produit ce qui lui paraît la chaîne de caractères, si vous voulez, ou de mouvements dans le Go ou dans les échecs, qui lui paraît le plus cohérent avec ces statistiques, ces moments de niveau quasi infini, enfin très très élevé, dans un espace sémantique de dimension extraordinairement élevée, échappant complètement évidemment à l'entendement humain. Et donc c'est ça qui fait que de temps en temps, il vous sort quelque chose d'absolument qui se trouve être à la fois extraordinairement efficace, puis ça permet de battre le champion du monde de Go, et en même temps complètement inattendu, c'est-à-dire ne correspondant à rien qu'il a pu examiner directement. Mais il a encodé les choses et les a ressorties. Il ne faut pas oublier que la manière, ça vous le savez certainement, la manière dont ces systèmes de deep learning sont entraînés, donc depuis 2017, il y a eu un papier fondamental en 2017, qui a déclenché en quelque sorte toute la vague actuelle, celle qui fait effectivement à très juste titre, qui nous bluffe tous. Le mot bluffant est important, il faut reconnaître que ça nous bluffe. C'est pas rien, c'est toujours l'expression, le verbe qui sort. C'est bluffant, y compris de la part des spécialistes. Donc l'idée fondamentale, c'est d'entraîner sur un corpus gigantesque d'exemples, de textes, d'images, etc., de les entraîner à essayer de prédire le mot qui suit, ou l'élément de phrase qui suit.
Voilà, c'est tout. C'est un complet. Donc c'est comme ça qu'il est entraîné. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait que ça ensuite, une fois qu'il est entraîné. Mais son entraînement, ça consiste à ça. On lui apprend, on le dresse peu à peu, au prix d'une quantité de calcul absolument astronomique. On le presse, on le dresse à prédire quel serait, étant donné un segment initial d'une phrase ou d'une partie d'échec ou de Go, quelle serait la phrase le mot le plus probable qui complète le plus harmonieusement, en quelque sorte, le segment initial. Permettez de préciser quelque chose. Alors, prenons l'exemple justement de la comparaison entre Racine et Corneille. Vous dites qu'il va encoder. Mais qu'est-ce qu'il encode? Il encode des critiques, des analyses sur les deux auteurs. Il va essayer de voir quelles sont les occurrences qu'on le retrouve systématiquement. Alors lui, il encode absolument tout. Il encode absolument tout. C'est-à-dire on lui présente la quasi-totalité de l'Internet purgé. Toutes les phrases qu'on trouve sur Internet purgé, j'ai oublié le terme technique, mais j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, pas d'accès sémantique à l'expression technique, désolé. En tout cas, il s'agit de prendre non pas tout Internet, où il y a quand même beaucoup de choses, de détritus divers, des faussetés évidentes, des absurdités, des sources absolument pas vérifiées, des histoires conspiratoires, etc. Et on conserve, on a constitué un corpus en évolution, n'est-ce pas, qui est constitué de l'ensemble des sources à peu près sûres, pas sûres au sens d'être nécessairement la vérité, parce que par exemple, la quasi-totalité des livres jamais écrits ont été incorporés à ce corpus, plus la totalité de Wikipédia, plus la totalité d'autres choses. Donc, ce n'est pas simplement la vérité, mais c'est, disons, des choses qui ne sont pas complètement délirantes, dont on peut savoir d'avance qu'elles n'apportent aucune information valable, en quelque sorte. Et donc, on lui présente tout ça, absolument tout ça. Tout ça défile, et il est censé prédire, pour chacun de ces textes, le mot qui manque, en quelque sorte, et voilà. Donc il hiérarchise. Alors, c'est vrai qu'il hiérarchise, mais je ne sais pas comment vous avez vu ça. Il hiérarchise au sens... oui, alors, il y a deux manières de penser qu'il hiérarchise. Il hiérarchise d'abord parce qu'évidemment, quand il voit très souvent, dans un texte où il y a Racine, il y a Corneille. Et donc, d'ailleurs, il ne prédit pas simplement le mot suivant en fonction de juste ce qui précède. Ça, c'est tout le miracle de l'attention, c'est un terme technique. S'il y a eu du Corneille avant, il va traiter Racine un peu différemment, compte tenu du fait que le contexte inclut à la fois Racine et Corneille. Mais donc le fait qu'il y ait très souvent du Corneille dans l'air quand il est question de Racine et inversement, fait qu'évidemment la corrélation est forte, et donc il y a une forme de hiérarchie de ce type-là, une sorte de priorité. Il y a plus de corrélation entre Corneille et Racine, ou Racine et Shakespeare, qu'entre, je ne sais pas moi, Boulez et Macron. Enfin, je ne sais pas. Oui. Je voudrais revenir sur la question du corps que vous avez évoquée. C'est-à-dire qu'il y a un impensé, un préalable de la science, me semble-t-il. Je vais reprendre vos mots sub ou infra, qui est justement de résoudre les problèmes du corps. Avec notre science et notre technique, on vit vieux, on n'a pas froid. Enfin, il y a des gens qui dorment dans la rue, mais on est très bien soigné, on n'a pas de souffrance parce qu'on a des antalgiques, etc. On a un confort de vie, et on peut avoir des histoires qui nous sortent de nous-mêmes sans arrêt par les films, la radio, on entend parler. Bon, voilà. Et alors en même temps, la science s'occupe de choses qui ont l'air de servir à rien, comme le Big Bang, ou alors creuser la Terre pour aller trouver des espèces qui ont vécu il y a 600 millions d'années jusqu'à 500 millions d'années, qui ont disparu. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont l'air de servir à rien, mais tout de même, il s'agit de résoudre des problèmes, donc des problèmes du corps. Voilà, ça me semble-t-il. C'est une intuition. Donc je me dis que ces logiciels, c'est des logiciels quand même. C'est le quoi, pardon ? Des logiciels, des IA, l'IA.
C'est J'ai comme pas compris. un logiciel. Un logiciel. Oui, l'IA. Ah oui. Non, enfin pour moi c'est un logiciel, mais peut-être je me trompe. Et est-ce que ce qui peut lui manque pas, ce qui ne lui manque pas structurellement, c'est le fait de se saisir lui-même d'un problème. Alors oui. Voilà. Et s'il y arrivait, ben, il deviendrait effectivement peut-être égal des humains. Alors oui, vous avez raison, je pense que vous avez fondamentalement raison. Pour l'instant, l'intelligence, enfin pour l'instant, là je me place, je crois pas que, je pense que pour toujours, mais enfin, il faut être modeste, après tout, l'inventivité humaine est d'une certaine façon sans limite. Il n'est pas impossible que quelqu'un, de même que Newton, pensait que Kant pensait que le vivant serait enfin compris le jour où on trouverait le Newton du brin d'herbe, une idée fondamentale qui nous permettrait de comprendre le vivant. Peut-être qu'un jour, il y aura une idée qui vient d'on ne sait où, qui va nous permettre de ressaisir complètement cette question de l'intelligence humaine ou de la pensée humaine. On ne peut pas l'exclure absolument, n'est-ce pas? Et donc, mais je pense que, en tout cas pour l'instant, nous n'avons pas de système qui ait une véritable autonomie. Cette autonomie est toujours dérivée. Bien sûr, les logiciels, comme vous les appelez, vous avez raison, pourquoi pas les appeler les logiciels? C'est peut-être un peu réducteur, mais enfin bon, appelons-la les logiciels ou les algorithmes. Les algorithmes sont tout à fait capables de prendre un certain nombre d'initiatives. Sinon, ils ne serviraient à rien, n'est-ce pas? Ils prennent des initiatives. Mais l'impulsion initiale vient toujours de l'extérieur. Ils sont toujours ultimement réactifs. C'est-à-dire ils répondent à une demande. C'est pour ça que je dis qu'ils résolvent des problèmes. Mais ils ne posent pas les problèmes. Donc je suis d'accord avec vous. Pour le dire rapidement, l'intelligence humaine pose les problèmes et l'intelligence humaine parfois arrive à les résoudre, mais l'intelligence artificielle ne peut que résoudre des problèmes qui lui sont posés. Mais il faut faire attention parce que pour résoudre un problème, il faut parfois être capable de se poser des sous-problèmes et les logiciels d'intelligence artificielle sont capables de se poser en quelque sorte spontanément, si vous voulez, des sous-problèmes. Oui, bonsoir. J'aborderai la chose autrement. C'est le cerveau. Il est issu d'une évolution de milliards d'années, hein, soyons clairs. Et donc, le cerveau dans le corps, puisque vous avez parlé du corps, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'il doit imaginer en permanence pour vivre, pour survivre, parce que la machine ne peut pas faire. Et il y a une autre remarque qui approche ce domaine, c'est qu'un cerveau humain consomme une puissance électrique de l'ordre d'une vingtaine de watts, à peine une ampoule électrique, alors que les data centers, ce sont des mégawatts et des gigawatts. Oui. Donc on est loin, concrètement, d'avoir un cerveau... Oui. Alors, oui, d'abord, je suis fondamentalement d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, le fait que le système nerveux central ou le cerveau, pour dire brièvement, est le résultat effectivement d'un processus évolutif est absolument fondamental. D'ailleurs, c'est un point de vue qui est de plus en plus tenu compte dans les sciences cognitives et dans les sciences sociales cognitives notamment. Donc là, il y a absolument tout à fait d'accord. Et d'ici qu'on arrive à reproduire le cerveau, il y a probablement énormément de micro-mécanismes extraordinairement complexes mis au point par l'évolution et il est peu probable qu'on arrive à les déchiffrer tous suffisamment pour reproduire effectivement le cerveau. Cela dit, il y a un certain nombre de programmes, dits Blue Brain et d'autres, il y en a 2, 3, qui prétendent examiner et déchiffrer complètement les mécanismes cérébraux. Et avec cette idée qu'une fois qu'on l'aura fait, on pourra reconstituer un cerveau artificiel. Et là, je viens de voir sur Internet qu'en Australie, apparemment, ils viennent de mettre au point un supercalculateur ou un réseau de supercalculateurs, je n'ai pas très bien compris, qui permettront de réaliser autant d'opérations
au sens computationnel du terme, que le cerveau humain. Parce qu'on disait jusqu'à présent, on n'y arrivait pas parce qu'on était en dessous d'un ordre de grandeur. C'était 1000 fois moins, 100 fois moins. On était arrivé, avec les derniers projets américains et européens, à 10 fois moins. Mais là, on aurait autant de puissance de calcul que le cerveau humain. Et alors, on va y arriver. Alors, moi, je trouve, avec beaucoup de mes collègues, que c'est d'une naïveté invraisemblable, mais le fait est que les gens le pensent. Alors, quant à la question de l'énergie, vous avez tout à fait raison, mais rappelons-nous qu'après tout, le but n'est pas forcément de faire aussi bien que l'évolution. Le but, c'est simplement d'avoir la performance, une performance identique ou équivalente, voire supérieure à celle du cerveau humain. Quand vous avez répondu à cette dernière question qui traitait de l'instinct de survie de chacun, et le cerveau s'est développé pour cela. Mais du coup, ça me renvoie au libre arbitre, parce qu'on est capable aussi de se mettre en danger. Je ne vois pas comment un système un IA sera capable tout seul de se mettre en danger, d'imaginer une situation où il va se disparaître. Oui, non, ça. Encore une fois, avec l'IA générative, on sort un petit peu des... Il y a quelque chose de nouveau quand même dans l'IA générative, même si je reconnais humblement que je suis loin de pouvoir me l'expliquer complètement. Mais l'IA générative permettrait de générer des scénarios, des scénarii dans lesquels le système se mettrait en danger, mais pas au point, probablement pas au point d'envisager sa mort. Ça, je crois qu'effectivement, il y a peut-être moyen de ruser avec lui. Il y a peut-être moyen de le mener dans un piège, le provoquer jusqu'à se sacrifier sans qu'il s'en rende compte, mais il ne le fera pas volontairement. Un grand merci tout d'abord, et je voudrais savoir si à l'heure actuelle, il y a des limites éthiques et déontologiques qui ont été établies par la communauté scientifique internationale dans le développement de l'IA. Alors merci. C'est un vaste sujet. Hein. Alors là, la réponse est essentiellement non, mais il y a un petit peu de oui. C'est-à-dire que la communauté scientifique n'a pas pour l'instant réussi à se mettre d'accord sur ce que serait en quelque sorte un cadre juridique et éthique sur lequel tout le monde se mettrait d'accord. Alors on parle beaucoup de l'AI Act, comme vous savez peut-être, c'est donc un texte de la Commission européenne qui est à l'étude depuis 4 ans maintenant et qui est peut-être sur le point d'être adopté et qui va encadrer de manière extrêmement détaillée et stricte ce qui est permis et pas permis, avec une distinction entre 4 niveaux de risque, ce qui est complètement inadmissible d'avance parce que ça met immédiatement et manifestement en question des droits humains fondamentaux, donc ça, il n'en est pas question, donc ça c'est carrément interdit, ce sera interdit. Ce qui est à haut risque, c'est-à-dire risquant effectivement de mettre des communautés, des populations ou des personnes en danger, mais dont l'usage contrôlé permettrait quand même d'apporter de grands bénéfices. Donc c'est une question d'équilibre entre coût-bénéfice, et puis des choses à surveiller, et puis des choses qui sont sans. Alors moi j'ai un point de vue complètement pas gentil pour tout ça. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux, et si j'étais membre de la commission, je ne ferais pas mieux que ça, mais je pense que ça repose encore sur une appréhension inadéquate de ce qu'est véritablement l'essence de l'IA et le devenir de l'IA. Et en plus, c'est un texte d'une complication. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, c'est surtout mes collègues juristes qui étudient ça de très près. Moi, je m'intéresse à les questions générales, la question éthique générale, mais j'ai commencé à étudier ce texte en me disant, quand même, il faut que tu puisses répondre aux questions sur AI Act. Et j'avoue que le texte est d'une complication incroyable. Et donc, je me demande qui va l'assimiler, hein, qui est responsable. C'est évidemment les ingénieurs et les scientifiques qui fabriquent ces systèmes, les entreprises qui les financent, les entreprises qui les vendent. Tout ce petit monde est concerné. Combien de temps vont-ils consacrer à l'étude de ce AI Act, et qui va pouvoir, s'assurer qu'il est respecté? Alors, une menace, dans certains cas, il suffit de la menace. Si quelque chose est rigoureusement interdit et que les gens le font quand même,
il peut y avoir des sanctions énormes. D'ailleurs, ces sanctions sont proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé ou espéré, donc ça peut être des sommes extrêmement élevées, ça peut être dissuasif. Après tout, en matière de manipulation d'ingénierie génétique, par exemple, il y a des lois, il y a des sanctions, mais essentiellement fondées sur un consensus déontologique au sein de la communauté. Et ça, on n'a pas ça en intelligence artificielle parce qu'elle est très divisée. D'ailleurs, Daniel en avait parlé, entre les gens qui pensent qu'il faut absolument y aller parce que d'abord, il ne faut jamais freiner l'innovation, parce qu'on va perdre la compétitivité d'entreprise à entreprise ou de nation à nation, premièrement, et deuxièmement, parce qu'ils pensent que, ça c'est les optimistes, ils pensent que grâce à l'intelligence artificielle, les grands problèmes de l'humanité ont une petite chance d'être résolus, alors que sans intelligence artificielle, c'est fichu. Donc il faut prendre des risques et il ne faut surtout pas brider l'innovation. Donc il y a un vrai dissensus, si vous voulez, au sein de la communauté scientifique. Merci. J'ai une question ici et ensuite il y a 2 questions des internautes et ensuite nous aurons l'occasion de se dire au revoir. Oui, j'ai une question et une remarque sur ce qui est fondamentalement limitant dans l'application de l'intelligence artificielle et que je formulerais, enfin c'est une limitation que je formulerais autour des principes d'incertitude, mais les vraies incertitudes, celles qui sont fondamentalement irréductibles. Donc on parlait de l'initiative, hein, donc qu'il faut stimuler, enfin faut un point d'entrée et là-dessus la capacité d'initiative de l'intelligence artificielle est limitée et sera probablement durablement limitée parce que les éléments d'incertitude en amont sont trop nombreux, mais il y a également les éléments d'incertitude en aval du processus. Et donc, qu'est-ce que c'est faire une intelligence artificielle quand il y a une multitude de solutions possibles, une multitude d'issues? Est-ce qu'elle est capable de les mettre en parallèle, de les mettre en rapport les unes avec les autres, sachant que chacune d'entre elles est elle-même fondamentalement incertaine, relève d'une logique de chaos? Non, je suis tout à fait votre ligne pensée, je suis fondamentalement en accord. La réponse technique, c'est que une métrique est une métrique qui est comment dire, imposée à l'intelligence artificielle par le programmeur, tout simplement, et que donc le système d'intelligence artificielle intelligent compare les différents, génère un certain nombre de solutions, les compare et choisit la solution optimale, mais selon un gradient d'optimalité qui a été imposé par le programmeur. Donc je pense qu'effectivement, je ne vois pas du tout comment un système artificiel intelligent pourrait envisager de lui-même l'ensemble des possibilités dans des situations très incertaines. Je ne vois pas comment c'est possible. D'ailleurs, en pratique, il y a évidemment des incertitudes dans les systèmes purement matériels, des systèmes physiques purement matériels, avec le chaos, tout ça. Donc là, je crois que pour l'instant, personne n'a la moindre idée de comment on pourrait faire aborder ce genre de situation. Mais pour ce qui nous concerne massivement, ce sont des situations humaines. Et quand je vois un petit peu les propositions par des chercheurs quand même très éminents, comme Stuart Russell par exemple, qui cherchent à s'assurer que le fameux problème du contrôle ou de l'alignement des valeurs, pour qu'une intelligence artificielle dotée enfin d'une autonomie, même relative, qu'elle finirait par obtenir, selon Stuart Russell et d'autres, et il faudrait s'assurer qu'elle ait les mêmes valeurs que nous, sinon elle va provoquer des choses terribles pour l'humanité. Et les tentatives pour donner corps à cette possibilité d'aligner les valeurs de l'intelligence artificielle sur les valeurs humaines démontre une naïveté extraordinaire en matière de ce que sont les valeurs de l'humanité, en dehors des choses les plus élémentaires, les 10 commandements, si vous voulez encore. Les 10 commandements, c'est relatif, il faut relativiser ça à l'époque actuelle, mais l'incroyable complexité de la vie des hommes en société, des humains en société, qui comporte des compromis, des conflits,
d'une recherche du pouvoir, etc., qui fait des choses extraordinairement complexes et qui empêche complètement d'avoir une sorte d'échelle, en quelque sorte, de comportement plus ou moins désirable. Voilà, donc je vous suis absolument. Oui, un petit mot pour les internautes. Il y a eu beaucoup de réactions et beaucoup intéressantes. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur le coût de l'énergie. Oui. Et certains internautes ont dit, de toute façon, l'intelligence artificielle aura une limite parce que la disponibilité d'énergie de la planète est finie. Bon, ça c'est une remarque, mais tu as déjà un peu commenté là-dessus. Les autres questions, je pourrais en faire une seule. C'est sur l'intelligence humaine comparée à l'intelligence qu'on peut créer chez une intelligence artificielle. Et une remarque qui m'a paru curieuse, mais méritant réflexion, c'est l'intelligence humaine fonctionne aussi sur l'oubli. Et comment peut-on mobiliser l'oubli chez des machines? C'est une question que je n'avais jamais croisée. Et l'autre qui va avec, concerne les émotions. La solution pour un humain, quand il est dans une situation critique, souvent, il choisit en fonction d'émotions. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut en faire autant ou en tenir compte? Et ça va un peu avec une question qu'on entend souvent, et je trouve qu'on peut la poser. Quand on aura des intelligences artificielles vraiment dans notre vie quotidienne, et ça commence déjà à être le cas pour accompagner les personnes âgées, etc., il y a un risque que l'humain ne se rende pas compte que l'intelligence artificielle n'a pas les mêmes émotions, et ça peut induire des choses catastrophiques. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas une pédagogie, une formation à donner aux personnes qui vont à nous tous finalement, si on en a tous dans notre vie quotidienne. Le rapport avec la vie quotidienne et les émotions. Voilà. Alors, merci d'abord infiniment à vous, Michel, à toi, Michel Leduc, d'avoir résumé. Je sais que c'est très difficile, et merci beaucoup de l'avoir fait de manière si pertinente, efficace et aiguë. Et merci aux internautes qui ont donc posé ces questions. Alors, je les prends à tour de rôle très rapidement. Bon, pour l'énergie, oui. Alors, l'énergie, il ne faut quand même pas... il ne faut pas exclure que l'ingéniosité humaine, l'ingéniosité des ingénieurs, et des physiciens, il y a beaucoup de physiciens qui sont impliqués maintenant dans ces recherches, ne permettent pas de réduire la consommation d'énergie. Il faut pas dire, pour l'instant, effectivement, en gros, on fait des systèmes d'IA génératifs de plus en plus performants en augmentant la taille des modèles, ce qui fait qu'il faut augmenter la quantité d'énergie nécessaire pour les entraîner, mais ce n'est pas fatal. On peut imaginer qu'à un moment, des astuces profondes permettront de réduire la consommation d'énergie en question. Donc ce n'est pas absolument fatal. La question de l'oubli est intéressante, mais elle est difficile à traiter parce qu'il y a tout cet immense répertoire de concepts de la psychologie ordinaire, de la psychologie qui nous permettent de nous expliquer à nous-mêmes et le comportement, nos propres comportements, le comportement des autres, etc., qui sont loin d'avoir encore trouvé une sorte d'équivalent. On peut toujours trouver des équivalents, ils sont approximatifs, ce sont pas vraiment la même chose, mais on peut installer dans un système d'intelligence artificielle une fonction d'oubli. Ce n'est pas impossible. Les ingénieurs, ils sont toujours, les informaticiens, depuis toujours, ils sont prêts à faire ce genre de choses. Maintenant, est-ce que cet oubli cette fonction oubli est articulée de la même manière qu'elle l'est dans nos esprits à nous, parce que nous n'oublions pas n'importe quoi, hein, nous oublions certaines choses en relation avec d'autres processus mentaux. Je ne pense pas que nous sachions très bien comment ça se passe, mais enfin quand même la psychanalyse essaye depuis quelques décennies, essaye quand même de nous donner quelques idées à ce sujet. On n'est pas obligé de les acheter, de les croire, mais c'est une tentative pour comprendre pourquoi justement on oublie ceci et pas cela. Alors la manière dont ça s'articule dans une intelligence artificielle, on n'en est pas là, disons. Ça ne me paraît pas impossible conceptuellement, mais on n'en est pas là.
La question des émotions est très importante parce qu'il y a un énorme mouvement en ce moment au sein de l'intelligence artificielle pour leur donner effectivement des émotions. Donc, par exemple, ma collègue Laurence de Villers a écrit un livre là-dessus. Elle n'est pas la seule. Il y a tout ce qui s'appelle, en anglais, emotional computing, d'une certaine dame qui s'appelle Picard. Donc tout ça, c'est dans mon livre d'ailleurs. Vous pouvez éventuellement consulter mon livre. J'ai essayé quand même de couvrir pas mal d'aspects. Je parle un peu superficiellement de ces tentatives. Je pense que cette tentative... Alors, les émotions, absolument, ça nous guide. Hein, c'est de plus en plus dans les sciences cognitives, dans les sciences sociales, on se rend compte que, contrairement à ce qui a longtemps été dit, et il faut le dire ici à l'Union rationaliste, que les émotions ne sont pas nécessairement antagonistes de la raison, ce sont des auxiliaires très efficaces de la raison parce qu'ils nous permettent de nous focaliser très vite. On n'a pas le temps de raisonner, on se focalise immédiatement sur ce qui est important, dangereux, etc. Et donc, l'idée, c'est de conférer aux machines, effectivement, des capacités émotionnelles. Alors, est-ce que c'est des émotions au sens humain, c'est-à-dire ressenties? Ben, ça, c'est une question indéterminée. Moi, je pense que non, mais après tout, je comprends qu'on veuille approfondir cette question qui est très importante. Alors, le quotidien, très important, ça me permet de vous donner... Mince. Ah! Catastrophe, j'ai perdu mon truc. Ah, voilà, il est là. Non, je vais vous montrer juste un... Je m'excuse, là j'ai fait une fausse manœuvre. Voilà. Et je crois que c'est là. Voilà, c'est ici. Voilà, l'éthique de l'IA, c'est ça, je voulais terminer sur cette diapo, mais bon, c'était pas raisonnable. L'éthique de l'IA, alors l'éthique de l'IA, c'est un énorme domaine, c'est devenu un domaine spécialisé, et vous avez, il existe à peu près 200 chartes éthiques de l'IA, vous imaginez, qui ont étudié, on a repéré les mots-clés, ce qu'ils ont en commun, etc. On a dégagé 11 grands principes, ou 14, ou 7, etc. Alors moi, je provoque en disant non, il n'y en a pas 11, ni 14, il y en a 2. L'éthique de l'IA se ramène à 2 commandements, et vous allez voir que ça a un rapport avec cette dernière question. La première, c'est tu produiras de bons outils. Il faut considérer que c'est une science de l'ingénieur. Et toute science de l'ingénieur a pour commandement éthique unique de produire de bons outils. Vous ne voulez pas que votre hache se détache et aille fendre la tête de votre voisin. Vous ne voulez pas que votre locomotive tombe en panne parce qu'il fait trop froid. Voilà, il faut faire de bons outils. Alors, dans le cas de l'IA, évidemment, ça se décline. Un bon outil va respecter les données privées, un bon outil va faire ceci ou cela, mais ce n'est pas sorcier. Hein. Et le mieux, c'est de regarder à quoi va servir l'outil. Hein, si c'est un outil en éducation, en santé, en sport professionnel, en finance, bon, à chaque fois, il y a clairement des choses qu'il faut que des commandements éthiques. Mais le commandement fondamental pour un bon ingénieur, c'est de faire de bons outils. Et le deuxième commandement, qui là est complètement spécifique à l'IA, c'est à empêcher que l'outil puisse être pris comme une sorte de personne humaine. Ça, c'est important et on ne le trouve nulle part. On le trouve nulle part. Et ça, c'est une erreur. Le philosophe américain Daniel Dennett, dont certains de vous avaient peut-être entendu parler, qui est le premier philosophe américain qui ait pris l'IA vraiment au sérieux, en étant partisan de l'IA, en disant non, c'est non seulement très intéressant, mais ça va marcher. Et récemment, il a dit que faire passer un système d'intelligence artificielle pour une personne, c'est aussi criminel que faire passer de la fausse monnaie pour de la vraie monnaie. Et que de même manière qu'un faux monnayeur est mis sous les verrous, de la même manière, il faudrait mettre sous les verrous les gens qui fabriquent des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent être pris pour des êtres humains. Alors c'est compliqué, c'est pas facile, hein, mais comme tout commandement éthique, hein, c'est jamais facile, sinon il n'y aurait pas de commandement éthique, ce ne serait pas la peine de les formuler.
il est difficile à respecter parce que vous voulez effectivement donner à votre robot qui aide une vieille dame en EHPAD ou ces robots qui interviennent dans les écoles primaires, qui marchent relativement bien, notamment pour des enfants qui sont sur le spectre autistique. Une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est qu'ils ont quand même un côté humanoïde. Donc voilà, il y a peut-être un compromis, et c'est ça l'éthique, n'est-ce pas, c'est de faire des compromis. Peut-être il y a une dérogation, dans certains cas, peut-être qu'il est quand même permis de faire des robots humanoïdes. Oui, non, c'est... Bon, bien, je crois qu'on va bientôt conclure. À quand donc la psychanalyse des systèmes d'intelligence artificielle, en gros? Peut-être pas pour demain, mais peut-être. Alors, d'abord, si, il y en a eu un au tout début. Au tout début. Vous avez entendu parler certainement de Elisa, non? Ah oui. Oui. Alors, c'est Joseph Weizenbaum qui était l'un des premiers chercheurs en intelligence artificielle à MIT, donc on parle des années 70, et il a fait un petit chatbot, vraiment, ça ne s'appelait pas chatbot à l'époque, mais c'était exactement ça, un petit chatbot, sauf que ça se passait sur clavier, écran, noir et blanc, évidemment, ce n'est pas la technologie d'aujourd'hui. Donc vous tapiez, vous aviez donc en face de vous Eliza, qui était donc votre psychanalyste, et vous lui disiez, je ne sais pas quoi, j'ai fait un rêve affreux, je ne me sens pas très bien, je me sens un imposteur complet, enfin ce qu'on dit d'habitude chez les psychanalystes, j'imagine, où je ne m'entends pas avec mon épouse. Et il répondait, Eliza répondait. Il répondait des petites choses simples. Ah bon, dites-moi en plus. Est-ce que vous avez fait un rêve semblable récemment? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, etc. Et donc, il y avait juste un système extrêmement simple de questions-réponses, purement, enfin, d'une naïveté complète. Enfin, c'était simplement des mots-clés. Quand il y avait un mot-clé dans le propos de l'analysant, eh bien, la machine répondait sans évidemment comprendre quoi que ce soit, elle s'en fichait complètement. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est une technologie mais incroyablement primitive et que les gens s'y laissaient prendre. Et pas simplement, disons, de manière un peu désagréable, l'homme de la rue. Non, des profs de Harvard ou de MIT, tout à fait intelligents et entraînés intellectuellement, se laissaient complètement prendre et avaient vraiment l'impression qu'il y avait une psychanalyste à l'autre bout de la ligne. Bon, écoutez, on va vous remercier encore une fois pour toutes ces réflexions que vous avez suscitées et qu'on va continuer à explorer. Oui. Et toutes les belles choses ont une fin, malheureusement. Je vais donc vous dire, souhaiter de bonnes fêtes, de vous reconvier en 2024 pour vous souhaiter la bonne année d'ailleurs. Et donc, les prochaines cartes blanches, la prochaine sera le 30 janvier, un petit peu décalé par rapport à ce que vous trouvez sur le site, par rapport à ce qu'on avait pensé. Ce sera le 30 janvier 2024. C'est une initiative de l'Institut d'astrophysique de Paris. Le sujet, c'est Retour sur la Lune par un astrophysicien qui travaille ici, qui s'appelle Joseph Silk. Et ensuite, au mois de février, à nouveau, une carte blanche de l'Union rationaliste autour de Condorcet, sur la notion d'innovation et de créativité, qui sera présentée par François Héran, qui est notre président de l'Union rationaliste et membre du Collège de France, oui. Donc j'ai donné les dates. Pour février, je n'ai pas donné, mais enfin, ce sera le troisième mardi, et toujours à 19h30. Voilà. Sur ce, applaudissez notre conférencier. Passez de bonnes fêtes. Et à très bientôt.